Joe Nesbo, Le couteau. Traduit du norvégien par Céline Roman-Monnier. Première partie. Chapitre 1. Une robe en lambeaux ondulait à la branche d'un pin en décomposition. Elle évoquait au vieil homme une chanson de sa jeunesse à propos d'une robe accrochée à un fil à linge. Sauf que ce n'était pas le vent du sud de la chanson, mais les eaux de fonte glaciale d'un torrent. Au fond, c'était le calme plat. Et il avait beau n'être que 17 heures, par un jour de mars que la météo disait sans nuages, la lumière était chiche, une fois filtrée par une couche de glace et 4 mètres d'eau. L'arbre et la robe se trouvaient donc dans une étrange pénombre verdâtre. Le vieil homme avait cependant réussi à déterminer qu'il s'agissait d'une robe d'été bleue à pois blancs. De couleur plus vive autrefois, peut-être. Il ne savait pas. Tout dépendait sans doute du temps qu'elle avait passé retenue par la branche. Elle battait, désormais, dans le courant sans fin, qui la secouait et la tiraillait quand il était au plus tumultueux, et se faisait lavant et caressant par eau basse, mais ne la déchiquetait pas moins petit à petit pour autant. De ce point de vue, cette robe déchirée était comme lui, songea-t-il. Elle avait jadis eu de la valeur pour quelqu'un, une jeune fille ou une femme. Elle avait caressé le regard d'un homme, les bras d'un enfant. Mais aujourd'hui, comme lui, elle était perdue, sans fonction, captive, arrêtée, muette. Ce n'était qu'une question de temps avant que les jours qui passaient et le courant n'arrachent la dernière parcelle de ce qui avait été. « Qu'est-ce que vous regardez ?» entendit-il demander derrière son fauteuil. Bravant les douleurs musculaires, il tourna la tête et leva les yeux. Un nouveau client. Le vieillard avait tendance à oublier plus de choses qu'avant, mais jamais un visage qui était passé chez Simensen Chasse et Pêche. Celui-ci ne voulait ni armes ni munitions. Avec un peu d'entraînement, on pouvait, à leurs yeux, identifier les ruminants, cette partie de l'humanité qui avait perdu l'instinct de tuer, qui n'était pas dans le secret de l'autre partie. Rien ne donnait jamais si intensément le sentiment d'être vivant que de loger une balle dans un grand mammifère bien chaud. Le vieillard supposait qu'il voulait un hameçon ou une des cannes à pêche rangées dans les rayonnages au-dessus et au-dessous de l'écran de télévision, éventuellement une caméra, un piège photographique du présentoir à l'autre bout du magasin. « Il regarde à Gelbuelva. » C'était Alf qui avait répondu. Son gendre les avait rejoints. Il basculait d'avant en arrière sur ses talons, les mains dans les grandes poches de la longue veste de tir en cuir qu'il portait toujours au travail. L'année dernière, avec le fabricant, on a installé une caméra sous-marine dans la rivière en contrebas de la cascade Norafossen. Donc maintenant, on a le direct sur l'échelle à saumon 24 heures sur 24 et on peut savoir avec précision quand les poissons commencent à remonter le cours d'eau. Et c'est quand ? Oh, il y en a 2 ou 3 en avril, mais le véritable débarquement ne commence pas avant juin. Les truites frais avant les saumons. Le client sourit au vieillard. « Vous êtes un peu en avance, non ? Vous avez vu des poissons ?» Le vieil homme ouvrit la bouche. Il pensa les mots. Il ne les avait pas oubliés, mais aucun ne sortit. Il referma la bouche. « Aphasie, » déclara Alf. « Comment ? » « Il a eu une attaque. Il ne parle plus. »« Vous cherchez du matériel de pêche ?»« Un piège photographique, » répondit le client. « Attends, vous êtes chasseur. »« Chasseur ? Non, merci bien. J'ai trouvé des excréments devant mon chalet de Sorkedalen, et ça ne ressemblait à rien que j'ai déjà vu. Donc j'ai pris une photo et je l'ai mise sur Facebook en demandant ce que c'était. J'ai tout de suite eu des réponses de montagnards. C'était un ours, dans les bois, à 20 minutes de voiture et une demi-heure de marche de l'endroit où nous sommes actuellement, au centre de la capitale de la Norvège. Ah, c'est merveilleux. Ça dépend de ce que vous entendez par merveilleux. J'y emmène ma famille, alors moi, cet animal, j'aimerais bien que quelqu'un l'abatte.
Ah, je suis chasseur et je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais vous savez que même en Norvège, où la population d'ours est restée très nombreuse jusqu'à assez récemment, c'est à peine s'il y a eu des attaques fatales au cours des 2 derniers siècles. Il y en a eu 11, songea le vieillard, 11 personnes tuées depuis 1800. La dernière en 1906. Il avait peut-être perdu sa motricité et l'usage de la parole, mais pas encore toute sa mémoire, et il était lucide. Enfin, globalement. Parfois, il avait l'esprit un peu confus. Il voyait son gendre et Mette, sa fille, échanger un regard, et il savait qu'ils s'étaient mélangés les pinceaux. Les premiers temps, après qu'ils avaient repris la direction du magasin qu'il avait ouvert et dirigé pendant 50 ans, il se rendait utile. Maintenant, depuis sa dernière attaque, il ne faisait que rester assis, là. Non que ce fût si terrible. Depuis la mort d'Olivia, il n'attendait finalement pas grand-chose de la vie. Il lui suffisait d'être près de sa famille, d'avoir un repas chaud tous les soirs, d'être sur ce fauteuil dans le magasin à regarder un écran, une émission sans le son, où l'action se déroulait à son rythme à lui, où ce qui se produirait de plus marquant serait le franchissement de l'échelle à saumon par le premier poisson prêt à frayer. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que ça ne peut plus jamais arriver. Le vieillard entendait à la voix d'Alf qu'il avait emmené le client devant le présentoir des caméras. Ces bêtes-là, ça a beau avoir l'air de nounours, ça reste des carnivores. Donc c'est clair que vous devriez vous procurer une caméra. Comme ça, vous saurez avec certitude s'il s'est installé à proximité de votre chalet ou s'il ne faisait que passer. C'est du reste à peu près à cette saison que les ours bruns sortent de leur tanière et ils ont faim, hein. Alors, installez une caméra là où vous avez trouvé les excréments ou près de votre chalet. Donc la caméra est logée dans ce nichoir. Ce nichoir, comme vous dites, la protège des intempéries et des animaux un peu trop curieux. Ce modèle-ci est simple et bon marché. Une lentille de Fresnel perçoit le rayonnement infrarouge de la chaleur émise par les animaux, les humains et n'importe quoi d'autre. Au moindre rayonnement thermique supérieur à celui du milieu ambiant, la caméra se déclenche automatiquement. Le vieil homme écoutait la conversation d'une oreille distraite. Mais quelque chose avait attiré son attention. Sur l'écran. Il n'arrivait pas à voir ce que c'était, mais l'obscurité verte s'était éclaircie. Le film est enregistré sur une carte mémoire dans la caméra et vous pouvez le visionner ensuite sur votre PC. C'est vraiment formidable. Oui, mais pour savoir s'il y a de nouvelles images, vous êtes obligé de vous déplacer physiquement et d'aller vérifier à la caméra. Si vous choisissez ce modèle-là, qui est un peu plus cher, vous recevrez un texto sur votre téléphone à chaque déclenchement de la caméra. Ou alors, vous avez ce modèle très haut de gamme avec une carte mémoire, là encore, mais qui envoie l'enregistrement directement sur votre téléphone ou votre adresse mail. Vous pouvez alors rester dans votre salon et vous n'avez besoin d'aller voir la caméra qu'occasionnellement pour changer la batterie. Et si l'ours vient la nuit? Les caméras sont équipées de lampes LED à UV ou de lampes blanches, des lumières invisibles pour ne pas effrayer l'animal. De la lumière. Le vieillard le voyait maintenant. Un cône lumineux venait de la droite à contre-courant. Il transperça l'eau verte, atteignit la robe et, l'espace d'une effrayante seconde, lui fit penser à une jeune femme, enfin revenue à la vie, qui danserait de joie. C'est de la pure science-fiction. Le vieil homme ouvrit la bouche en voyant un vaisseau spatial entrer dans l'image. Éclairé de l'intérieur, il lévitait à 1,5 mètres du fond, où il heurta une grosse pierre dans les eaux vives et, comme au ralenti, tourna lentement alors que les phares balayaient le fond et éblouissaient un instant le vieillard en passant sur l'objectif de la caméra. Puis, l'engin en lévitation fut capturé par les grosses branches de pin et il s'immobilisa. Le vieillard sentit des palpitations dans sa poitrine. C'était une voiture. Le plafonnier était allumé et il put constater que l'eau avait presque envahi l'intérieur du véhicule et qu'il y avait quelqu'un. Il était accroupi sur le siège du conducteur et plaquait désespérément sa tête contre le plafond, de toute évidence pour trouver de l'air. L'une des branches qui retenait la voiture se brisa et fut emportée par le courant. Vous n'aurez pas des images aussi nettes qu'en plein jour, et elles seront en noir et blanc, mais sauf obstacle ou buée, sur l'objectif, vous verrez sans doute votre ours. Ah oui. Le vieux tapa du pied par terre pour tenter d'attirer l'attention d'Alf.
L'homme dans la voiture sembla inspirer profondément avant de replonger. Ses cheveux courts ondoyaient dans l'eau et ses joues étaient gonflées. Il frappa des 2 mains la vitre latérale qui était orientée vers la caméra, mais l'eau privait ses coups de toute vigueur. Les mains sur les accoudoirs, le vieillard essayait de se lever de son fauteuil, mais ses muscles refusaient de lui obéir. L'homme avait un majeur gris. Il cessa de taper la vitre avec ses mains pour y cogner son front. On aurait dit qu'il abandonnait. Une autre branche cassa et le courant poussa sur la voiture pour la libérer, mais le pain refusait de lâcher tout de suite. Le vieillard ne pouvait détourner le regard du visage ravagé collé à la vitre, des yeux bleus exorbités, une cicatrice couleur foie qui traçait un arc de cercle de la commissure des lèvres à l'oreille. Le vieillard s'était levé de son fauteuil, il fit 2 pas, mal assurés, vers le présentoir des pièges photographiques. « Excusez-moi, » dit Alf à voix basse au client. « Qu'y a-t-il, père ?» Le vieux gesticula en direction du téléviseur derrière lui. « Vraiment ?» fit Alf incrédule, se dirigeant d'un pas vif vers l'écran. « Un poisson !» Le vieux secoua la tête et regarda de nouveau vers l'écran. La voiture, elle n'était plus là. Tout était comme avant, le fond de la rivière, l'arbre mort, la robe, la lumière verte à travers la glace, comme si rien ne s'était passé. Il tapa de nouveau du pied en pointant le doigt vers l'écran. « Du calme, père !» Alf lui tapota amicalement l'épaule. « C'est tôt pour frayer, vous savez. » Il retourna à son client et à ses caméras de chasse. Le vieux observa les 2 hommes qui tournaient le dos et sentit une vague de rage et de désespoir l'envahir. Comment allait-il pouvoir raconter ce qu'il venait de voir? Le médecin avait expliqué que quand une attaque endommageait à la fois le lobe frontal et le lobe occipital de l'hémisphère cérébral gauche, il n'y avait pas que le langage qui soit touché, mais souvent l'ensemble des facultés de communication, l'écriture, les gestes. Il tituba jusqu'à son fauteuil et se rassit. Il regarda la rivière qui coulait, imperturbable, indifférente, immuable. Au bout de quelques minutes, il sentit que son cœur battait plus calmement. Qui sait? Il ne s'était peut-être rien passé en fin de compte. Peut-être n'avait-il fait qu'entrevoir la prochaine étape, l'obscurité totale de la vieillesse, ou plutôt ses couleurs hallucinatoires, en l'occurrence. Il contempla la robe. Un instant, quand il l'avait crue éclairée par les phares, il lui avait semblé voir Olivia danser. Puis, derrière le pare-brise, dans l'habitacle éclairé, il avait aperçu un visage déjà vu, dont il se souvenait. Or, les seuls visages qu'il avait encore en mémoire étaient ceux qu'il voyait ici, dans le magasin. Cet homme, il était venu à 2 reprises, les yeux bleus, la balafre rose. Les 2 fois, il avait acheté un piège photographique. La police était passée les interroger à son sujet très récemment. S'il en avait été capable, il aurait pu leur dire que c'était un homme de grande taille, qui avait le regard signifiant, qu'il connaissait, le secret. Ce n'était pas un ruminant. Chapitre 2. Sveinfine se pencha sur la femme et posa la main sur son front. Un front baigné de sueur. Les yeux qui le fixaient étaient écarquillés de douleur ou de terreur, surtout de terreur, cageait-il. « Tu as peur de moi ?» chuchota-t-il. Elle hocha la tête en déglutissant. Il l'avait toujours trouvée belle, quand il la voyait entrer et sortir de chez elle, quand elle était à la salle de gym, quand il s'installait à seulement quelques sièges d'elle dans le métro et se laissait voir. Juste pour qu'elle sache. Jamais, toutefois, elle ne lui avait paru aussi splendide qu'en cet instant, gisant, sans défense, si entièrement à sa merci. « Je te promets que ça va aller vite, mon amour, » murmura-t-il. Elle déglutit encore, si terrifiée. Il envisagea de l'embrasser. « Un couteau dans le ventre, » murmura-t-il, « et ce sera passé. » Elle serra les paupières et 2 larmes brillantes se détachèrent de ses cils. Sveinfine rit doucement.
Tu savais que j'allais venir. Tu savais que je ne pouvais pas te laisser partir. C'était une promesse que je t'avais faite. » Il passa l'index sur sa joue, où la sueur se mêlait aux larmes. Il contempla son œil à travers le trou béant de sa main. C'était l'œuvre d'une balle tirée par un tout jeune policier. Svein Fine avait été condamné à 20 ans de prison pour 18 agressions sexuelles, et il ne niait pas les actes en soi, mais refusait la dénomination agression, et n'acceptait pas que ce soit un motif de condamnation pour un homme comme lui. Mais juges et jurys pensaient manifestement que les lois de Norvège prévalaient sur celles de la nature, grand bien leur fasse. L'œil le dévisageait par le cratère. « Tu es prête, mon amour. » « Ne m'appelez pas comme ça, » gémit-elle, d'un ton plus suppliant que péremptoire. « Et ne dites pas couteau. » Svein Fine poussa un soupir. Pourquoi les gens avaient-ils si peur du couteau, le premier outil de l'humanité? Ils avaient eu 2,5 millions d'années pour s'y habituer. Et malgré tout, certains n'arrivaient pas à voir la beauté de ce qui leur avait permis de descendre des arbres. Chasse, logis, agriculture, nourriture, défense. Le couteau créait la vie tout autant qu'il la prenait. L'un n'allait pas sans l'autre, et seuls les gens qui le comprenaient, qui savaient tirer les conséquences de leur appartenance au genre humain, pouvaient aimer cet objet, craindre et aimer. Là encore, deux faces d'une même médaille. Il leva les yeux vers les couteaux sur le plan de travail à côté d'eux, prêts à l'emploi, à être choisis. Le choix du couteau adéquat pour un travail donné était essentiel. Cela était bon, adapté à leur usage, d'excellente qualité, mais il leur manquait indéniablement ce que Svein Fine recherchait dans un couteau: de la personnalité, de l'esprit, de la magie. Avant que le jeune et grand policier aux cheveux ébouriffés ne vienne tout gâcher, la jolie collection de Svein Fine en comptait 26. Le plus beau était javanais, long, fin et asymétrique comme un serpent sinueux avec un manche au bout. De la pure splendeur, une femme. Peut-être pas le plus efficace, mais hypnotique comme une jolie femme, et comme un serpent, il faisait faire aux gens exactement ce qu'on leur demandait. L'arme la plus efficace de sa collection était un rampuri, le préféré de la mafia indienne. Il s'en dégageait une froideur comme s'il était fait de glace. Il était si laid que c'en était fascinant. Avec sa forme de griffe de tigre, le karambit alliait efficacité et beauté, mais une beauté sans doute un peu trop calculée, comme une fille de joie avec un peu trop de fard, une robe un peu trop serrée, un décolleté trop plongeant. Ça n'avait jamais été son truc. Svein Fine les aimait innocentes, virginales, volontiers simples, comme son couteau de prédilection, un puukko finlandais. Le manche était fait d'un bois de couleur noisette, sans aucune garde, une courte lame, avec une rainure et un tranchant aigu, recourbé, se terminant en pointe. Il l'avait acheté à Turku, et s'en était servi 2 jours plus tard pour expliquer la situation à une fille rondelette de 18 ans qui travaillait toute seule dans une station-service Neste, aux abords d'Helsinki. Déjà, comme toujours quand il avait bon espoir d'avoir un rapport sexuel, il s'était mis à bégayer légèrement, ce qui n'était pas le signe d'une perte de contrôle, au contraire, c'était juste la dopamine, la confirmation aussi que, après 77 ans dans cette vie, la force n'avait pas décru. Du moment où il avait franchi la porte à celui où il était ressorti, s'était écoulé exactement 2 minutes et demie. La tenir contre le comptoir, entailler son pantalon, la polliniser, trouver son badge, noter son nom, Mahaline et son adresse. 2 minutes et demie. Combien de secondes avait pris la pollinisation même? Un rapport sexuel de chimpanzé durait en moyenne 8 secondes. 8 secondes où les 2 singes étaient sans défense dans un monde de prédateurs qui menaçaient de toutes parts. Un gorille, qui avait moins d'ennemis naturels, pouvait faire durer le plaisir pendant 1 minute. Mais l'homme de discipline, en territoire ennemi, devait sacrifier le plaisir à des fins plus élevées, la reproduction.
Tout comme un braquage de banque ne devait jamais excéder 4 minutes, une pollinisation en lieu public ne devait pas dépasser les 2 minutes et demie. L'évolution lui donnerait raison. C'était juste une question de temps. Mais là, il était dans un environnement sûr. Et puis, il n'allait pas y avoir de pollinisation. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas, non, il avait envie. Mais cette fois, c'était un couteau qui allait la pénétrer. C'était sans intérêt aucun de féconder une femme, si cela ne pouvait pas donner lieu à la procréation. L'homme de discipline épargnait sa précieuse semence. « Je suis tout de même en droit de t'appeler mon amour quand nous sommes fiancés, » murmura Svanfine. Elle le fixa avec des pupilles dilatées par le choc. Des yeux noirs déjà éteints, comme s'il n'avait plus de lumière à laquelle réagir. « Oui, nous sommes fiancés, » insista-t-il en riant doucement, avant de presser ses lèvres épaisses sur les siennes. Il les lui essuya machinalement avec la manche de sa chemise en flanelle pour ôter toute trace de salive. « Et voici ce que je t'ai promis, » fit-il en descendant sa main entre ses seins vers son ventre. Chapitre 3. Harry se réveilla. Quelque chose clochait. Il savait que ça allait lui revenir, que ces quelques secondes bénies d'incertitude étaient tout ce qu'il aurait avant le coup de poing. Il ouvrit les yeux pour le regretter aussitôt. On aurait dit que le jour qui éclairait le petit salon vide à travers la fenêtre sale progressait sans entrave jusqu'à un point douloureux derrière ses yeux. Harry se réfugia dans l'obscurité de ses paupières et eut le temps de se dire qu'il avait rêvé. De Rachel, bien entendu. Ça avait commencé par ce rêve fait tant de fois, un matin, des années auparavant, peu après leur rencontre. Elle était couchée contre lui, la tête sur sa poitrine. Et il lui avait demandé si elle vérifiait que ce qu'on disait de lui était vrai, qu'il n'avait pas de cœur. Rachel avait ri de ce rire qu'il adorait. Il était capable des pires âneries pour le provoquer. Puis elle avait levé la tête, l'avait regardé de ses yeux bruns chaleureux hérités de sa mère autrichienne, et lui avait répondu que c'était vrai, en effet, mais qu'elle allait lui donner la moitié du sien, ce qu'elle avait fait. Le cœur de Rachel était si grand qu'il avait battu dans son corps, y avait propulsé du sang, l'avait dégelé, avait refait de lui un véritable humain, et un mari, et un père pour Oleg, le garçon introverti et grave qu'il en était venu à aimer comme son propre fils. Harry avait été heureux et terrifié. Il vivait dans une bienheureuse ignorance de ce qui allait se passer, mais dans la malheureuse certitude qu'il allait se passer quelque chose, qu'il n'était pas fait pour tout ce bonheur. Il était mort de peur à l'idée de perdre Rachel, car cette moitié de cœur ne pouvait battre sans l'autre, il le savait, et Rachel aussi. Alors, s'il ne pouvait pas vivre sans elle, pourquoi cette nuit l'avait-il fui en rêve? Il l'ignorait. Il ne se souvenait pas, mais Rachel était venue réclamer sa moitié de cœur. Elle avait tendu l'oreille pour détecter les battements déjà faibles, l'avait trouvé et avait sonné à sa porte. Et enfin, le point qui se préparait l'avait frappé. La réalité. Il avait perdu Rachel. Et ce n'était pas lui qui avait fui, mais elle qui l'avait jeté dehors. Harry haleta. Un son vrilla ses tympans. La douleur ne se concentrait pas juste à l'arrière de ses yeux, son cerveau entier n'était plus qu'un vaste centre de douleur. C'était ce même bruit qui avait provoqué le rêve. On sonnait à la porte, et encore une fois ce fâcheux espoir fidèle et imbécile pointa le bout de son nez. Les paupières closes, Harry tendit la main vers le sol, vers la bouteille de whisky à côté du canapé-lit. Il la renversa et comprit qu'elle était vide, au bruit qu'elle faisait en roulant sur le parquet usé. Il se força à ouvrir les yeux, scruta avec insistance la main qui pendait comme une griffe avide, la prothèse en titane de son majeur.
Sa main était en sang. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.